Bonjour, bienvenue à cet e-congrès de la santé animale. Nous allons aborder aujourd'hui la question de la transition des élevages de poules pondeuses en France au travers de 3 interventions. Je vous présenterai dans un premier temps comment la filière des œufs a évolué au cours des dernières années et les objectifs qu'elle s'est fixés à horizon 2022. Romaric Chenu, ensuite de l'ITAVI, présentera les résultats d'une étude sur l'évolution du parc de bâtiments en cage. Et enfin, Yves-Marie Baudet présentera le cas concret de son élevage. Donc, au niveau de la présentation sur le CNPO, donc l'interprofession des œufs, je vais vous présenter l'évolution de la filière des œufs en matière de bien-être animal. Tout d'abord, le CNPO est l'interprofession française des œufs, reconnue par les pouvoirs publics depuis 1996. Elle regroupe 5 collèges, le collège de l'accouvage et de la sélection, le collège de la production, le collège de l'alimentation animale, celui du conditionnement, du transformation et du négoce, et enfin celui de l'abattage des poules pondeuses. Je vais vous présenter dans un premier temps le contexte de la filière des œufs et en quoi elle a évolué au cours des dernières années. En préambule, nous allons aborder les termes un petit peu techniques. Nous avons souvent parlé d'élevage de poules en cage et d'élevage alternatif. Pour que ce soit clair, les élevages alternatifs, sous-entendu alternatifs à la cage, ce sont les élevages en production biologique, le code 0, l'élevage en plein air, en code 1, qui comprend le label rouge, et l'élevage au sol en code 2. La production française a une répartition géographique principalement centrée sur l'ouest, le grand ouest de la France. Sur la carte de gauche, les points rouges, vous voyez la production d'œufs en cage, avec le grand ouest qui est majoritaire sur cette production, et également de la production qui se fait dans d'autres régions, dans les Hauts-de-France ou en Rhône-Alpes-Auvergne. La carte en bas à droite vous présente la production sur les élevages alternatifs à la cage, avec également le Grand Ouest qui a une forte production, mais également une production qui est plus répartie sur le territoire, avec, comme on peut le voir sur la diagonale du vide, certains points verts, alors que nous n'avions pas de points rouges sur la carte en haut à gauche. Et donc nous avons aujourd'hui un développement des productions qui se fait hors des grands bassins historiques, entre guillemets, de production. La production d'œufs en France a fortement évolué au cours des dernières années, dû notamment à une réglementation qui a été appliquée à partir du 1er janvier 2012 sur les cages. Il faut rappeler que la France est le premier pays producteur d'œufs en Europe avec près de 15 milliards d'œufs. Jusqu'à 2012, la France avait un taux d'autosuffisance moyen d'environ 96%, donc était légèrement importatrice. Du fait de la réglementation en 2012, donc cette mise aux normes qui a conduit les éleveurs à complètement transformer leurs bâtiments, voire à construire de nouveaux bâtiments, il y a eu une forte chute de la production au cours de l'année 2012, année au cours de laquelle les bâtiments étaient en transformation. Et suite à ça, une forte hausse qui a conduit d'ailleurs à une surproduction en 2013, une forte hausse de la production due d'une part à la remise en production des bâtiments en cage, mais également à la hausse, au développement des productions alternatives à la cage. Et donc depuis ces années, la France est autosuffisante avec un taux d'autosuffisance moyen de 101%, donc par rapport en matière de volume. On ne parle pas en matière de qualitatif, mais uniquement qualitatif. Au niveau de la répartition de la consommation en France, le plus gros pôle de la consommation, c'est la consommation à domicile, donc les achats du ménage qui représentent 49% du marché. Suivent ensuite les ovoproduits qui soient à destination de la restauration hors domicile ou de l'industrie pour 37% des volumes. Les œufs coquilles à destination de la restauration représentent 10% de la consommation en France. Et enfin l'autoconsommation, donc les Français qui ont leurs propres animaux, représentent 4% de la consommation en France. Le développement, on va dire, des achats des ménages sur les œufs alternatifs n'est pas quelque chose de nouveau, puisque en reprenant déjà depuis 2003, on avait déjà en 2003 23% des volumes dans la distribution qui étaient issus d'élevage alternatif à la cage. Entre 2003 et 2012, les parts de marché de la cage diminuaient d'environ 1,5% par an. Et nous voyons que depuis 2013, on a une accélération de cette décroissance qui est de l'ordre entre 2 et 4% par an. Et donc, sur les 6 premiers mois de l'année 2018, on était à 47% des achats des ménages qui se faisaient sur des œufs en cage, et donc une majorité d'œufs qui étaient issus de systèmes alternatifs à la cage. Nous voyons cette accélération également sur les ovoproduits.
En 2011, 90% des ovoproduits fabriqués en France étaient produits à partir d'œufs issus de poules élevées en cage. En 2017, ce taux était de 73%. Donc le développement est très important également sur les ovoproduits, avec une part à peu près égale entre le sol et le plein air, le bio représentant entre 1 et 2% des volumes, et c'est un volume qui n'a pas tendance à se développer outre mesure. L'évolution des effectifs donc, de poules pondeuses en France. En pointillé, vous avez les effectifs de poules en cage qu'il faut lire sur l'axe de droite. Et donc en couleur, les effectifs de poules pondeuses en système alternatif à la cage qu'il faut donc lire sur l'axe de gauche. En vert, vous avez donc la production biologique. En bleu, le plein air. En rouge, le label rouge. Et enfin en gris, la production de poules au sol. La répartition actuelle des capacités de production de la filière des œufs en France est la suivante. Donc nous avons 49 millions de capacités de poules pondeuses en France. Donc 63% des capacités de production sont en cage et donc près de 38% en système alternatif à la cage, avec une répartition, donc en tête les œufs plein air, donc hors label rouge à 15%, les œufs bio à 10,2%, et viennent ensuite le label rouge et le code 2, donc label rouge à 5% et code 2 élevage au sol à 6,4% de la production française. La taille moyenne des élevages est différente selon bien sûr les modes d'élevage. Aujourd'hui, nous avons des élevages en cage avec une taille moyenne de 85 000 poules pondeuses par élevage. Sur l'élevage au sol, nous sommes à une moyenne de 18 000 poules pondeuses. Le plein air global, c'est-à-dire label rouge et hors label rouge, a une moyenne de 9 000 poules par élevage. Et enfin, le code 0, donc biologique, à 6 200 poules par élevage, en moyenne. Et donc, sur la dernière ligne, vous avez la productivité en œufs par poule et par an, donc qui diffère entre les élevages cage, sol et les systèmes avec parcours. Je parlais donc de l'évolution de la filière qui était passée et donc l'évolution que se fixe aujourd'hui la filière au travers de son interprofession. L'objectif est de dépasser 50% de production alternative à la cage à horizon 2022. Donc ces graphiques ont été réalisés par Ditavi en 2016 et donc l'objectif c'était de se projeter à horizon 2022 avec un objectif de 50% de production alternative et de maintenir aussi la capacité de production de la filière, c'est-à-dire de ne pas aller vers une surproduction. Donc l'objectif, si nous réussissons à l'atteindre, a un coût. Donc le coût est estimé à près de 280 millions d'euros et une évolution justement sur les bâtiments à créer, donc près de 1200 bâtiments entre guillemets alternatifs à créer. Il faut plutôt s'intéresser sur ces diapos à la partie de droite, au total alternatif, puisque nous n'avons pas forcément de vision sur l'évolution du sol, du plein air et du bio, mais puisque ça va dépendre vraiment du marché. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'avoir une vision globale sur l'alternatif. Et donc, cette étude a permis de se projeter un petit peu sur le nombre de bâtiments et également les surfaces dont nous allons avoir besoin pour atteindre cet objectif. Il y a quelques limites aujourd'hui, entre guillemets, à cette étude qui a été réalisée fin 2016. La première, c'est que finalement, on a fait une hypothèse sur un remboursement d'encours à hauteur de 1,5 € par poule et par an. Au vu des conjonctures qui a été fluctuantes finalement, notamment du fait de la crise du fipronil l'année dernière, peut-être que cette hypothèse de remboursement a peut-être été sous-estimée au cours de l'année 2017, mais on n'a pas vraiment d'éléments pour le justifier aujourd'hui. La filière aujourd'hui est confrontée à des engagements de ses clients qui ont été médiatisés bien sûr, et l'un des sujets c'est la vitesse finalement de baisse des engagements des clients. On a des clients qui étaient déjà engagés, enfin à date aujourd'hui, qui étaient déjà engagés pour ne plus commercialiser ou ne plus se sourcer en œufs de poules issus de cages. Donc vous avez dans les rectangles bleus des distributeurs, dans les rectangles orange des chaînes de restauration et enfin dans le rectangle vert des industries alimentaires. Nous avons également des enseignes, enfin des entreprises qui se sont engagées à horizon 2020. Les entreprises de la distribution telles que Carrefour, Cora, Leclerc ou Intermarché se sont engagées en 2020 uniquement sur leur marque distributeur, alors que Casino, qui est dans un cadre à part, s'est engagé sur ses marques distributeurs mais également sur les marques fabricants.
Et donc, encore une fois, Accor Hôtel ou Nestlé, voilà des entreprises qui sont engagées à horizon 2020. On a des entreprises qui se sont engagées à horizon 2021, entre 2021 et 2024. Et on a enfin des entreprises qui se sont engagées à 2025, donc qui représentent, entre guillemets, le plus grand, on va dire, mur pour la filière. Donc l'une des problématiques aujourd'hui de la filière, finalement, c'est de savoir, d'avoir une vision claire du marché demain, d'une part parce que les engagements sont divers en termes de timing, mais également parce que ces entreprises ont communiqué sur le fait qu'elles allaient arrêter le sourcing ou la vente d'œufs issus de poules en cage, mais on n'a pas forcément compris par quoi elles allaient remplacer finalement ces œufs. Et donc la grande question de la filière aujourd'hui, c'est quels œufs finalement remplaceront les œufs de poules élevés en cage à horizon 2022 ou 2025. Si nous regardons l'année 2018 par rapport à l'année 2017 en termes d'achat des ménages, donc là on est juste sur la distribution, nous notons une forte dynamique des œufs plein air, hors label rouge et bio. Également une forte dynamique des ventes d'œufs de poules élevés au sol, mais les volumes étant plus restreints, cette dynamique relative donc est à regarder quand même sous cet angle. Et bien sûr une décroissance de la cage à moins 4%. Au global, nous avons des ventes consommateurs en légère hausse, en volume et également en valeur, puisque finalement on vend des œufs entre guillemets à plus haute valeur. Ce qu'il faut prendre en compte aussi pour l'avenir de notre filière, c'est le coût de production des œufs. C'est-à-dire qu'on arrête les enseignes vont choisir d'arrêter de vendre les œufs de poules élevés en cage, alors que ce sont les œufs qui sont en fait les moins chers à produire. Donc, sur la base de l'Itavi en 2017, on avait des coûts de production des œufs en cage de l'ordre de 5,67 € les 100 œufs. Il faut voir que les œufs de poule élevés au sol ont un coût de production au niveau donc, de l'élevage d'un petit peu plus de 20%. Les œufs plein air sont de l'ordre de 30% plus chers à produire que les œufs cage et les œufs bio sont plus de 2,4 fois plus chers à produire que les œufs cage. Les œufs label rouge, je n'ai pas précisé, sont environ 50% plus chers que les œufs cage. Ce qu'il faut préciser également, c'est que l'aliment représente près de 60% du coût de production d'un œuf et qu'également le coût de la poulette représente un coût non négligeable dans le coût de production d'un œuf entre 15 et 20%. Donc le coût va entrer forcément dans les réflexions de l'œuf qui sera demain dans les rayons des distributeurs, mais également qui servira aux industries et à la restauration hors domicile. L'important aussi pour l'avenir, c'est de se projeter à l'échelon européen. En effet, le marché aujourd'hui, la France est prise dans un marché européen, 20% des volumes produits en Europe sont échangés. Donc, si nous regardons ce qui se passe chez nos voisins, mais néanmoins concurrents, en Europe du Nord, donc Allemagne, Pays-Bas et Belgique, l'élevage au sol est devenu un standard depuis quelques années. Donc aujourd'hui, dans ces pays qui sont représentés donc sur le graphique de droite, on voit que près de 60% de la production se fait en élevage au sol, mais il reste encore 14% de la production qui se fait en cage. C'est-à-dire près de 14 millions de poules pondeuses qui sont quand même encore élevées en cage dans ces pays, principalement pour le marché des ovoproduits. Si nous prenons l'Espagne et la Pologne, l'élevage en cage est encore fortement majoritaire dans ces pays. Ce sont des fournisseurs de la France et également de l'Europe du Nord sur les œufs de poules élevés en cage. Et la transition est en cours en Espagne vers principalement des élevages en plein air et au sol, et principalement vers des élevages au sol pour la Pologne. Le Royaume-Uni, comme l'Autriche et la Suisse, sont des importateurs historiques d'œufs et d'ovoproduits, principalement en code 2 et code 3, et donc par rapport au Royaume-Uni, une situation, on va dire, un petit peu proche de celle de la France, c'est-à-dire que les élevages alternatifs dans ce pays se sont surtout concentrés autour des élevages plein air et également label rouge, mais des productions au sol qui ne se sont pas finalement beaucoup développées. Quelles sont les pistes de réflexion pour l'avenir ? Nous avons une période de transition qui a déjà débuté et qui va durer au moins jusqu'à 2025, date à laquelle, comme je l'ai présenté, on a entre guillemets un mur d'engagement des clients de la filière. Le référentiel de prix restera très vraisemblablement l'œuf ou l'ovoproduit issu de poules élevées en cage.
puisque nous aurons encore des volumes assez importants sur le marché en code 3, et donc qui perturbera forcément la mise en place d'une segmentation entre guillemets du hors-cage. Nous aurons durant cette période très vraisemblablement un décalage entre les capacités de production et le marché également, donc une période difficile pour réussir à caler entre guillemets l'offre et la demande. Des pistes de réflexion pour contrecarrer cette problématique, la contractualisation qui permet d'assurer les engagements, donc la contractualisation au niveau entre les éleveurs et leur organisation est déjà en place, souvent de manière pluriannuelle. L'un des objectifs également, c'est d'avoir des contrats plus longs avec l'aval pour sécuriser les engagements jusqu'au consommateur. La transition vers le hors-cage est déjà bien avancée chez les grands comptes. C'est un constat d'une étude que l'Itavi vient de mener. Et donc, restent maintenant les entreprises qui commencent à s'engager, mais sur des plus petits volumes. Et donc, la transition risque peut-être d'être plus longue. À horizon 2025, nous aurons une question s'il y a une persistance résiduelle d'œufs de poulet élevés en cage dans la grande distribution, puisque tous les distributeurs sont engagés à ne plus en avoir à horizon 2025 dans leur rayon. Et donc, cette situation risque de ne pas être pérenne, car il y a un risque pour les enseignes qui sont engagées, notamment dans les médias, à arrêter les œufs de poulet élevés en cage. Pour ce qui est de l'industrie de la restauration, les œufs au sol deviendront un nouveau standard, donc notamment au niveau européen, mais aussi au niveau français, avec tout de même toujours des besoins en œufs de poulet élevé en cage, notamment pour des raisons de prix. Mais les besoins qui seront exprimés sur les œufs issus de poulet élevé au sol seront des œufs de code 2 entre guillemets compétitifs, c'est-à-dire dans le standard tel que défini réglementairement au niveau européen. Ces œufs code 2 à un prix compétitif seront également présents dans les rayons de la distribution, certainement pour les gammes premier prix. Et donc, des questions se poseront à l'horizon 2025. Va-t-on aller vers une sous-segmentation des modes d'élevage, c'est-à-dire l'élevage au sol, on entend également, où on voit des cahiers des charges fleurir avec des élevages au sol avec des enrichissements. Il y a également sur l'élevage bio. Est-ce qu'on aura une segmentation entre l'élevage bio français et l'élevage bio européen dans notre marché? Et quel va être l'avenir du plein air, où on a déjà aujourd'hui à ce jour une sous-segmentation entre le label rouge et le hors label rouge, et quel sera son avenir? Et donc les questions qui se posent pour après sont encore finalement restent à l'état de questions justement. Les États généraux de l'alimentation cette année ont conduit à une nouvelle loi qui est entrée en application. Dans cette loi, on a une interdiction de construction ou de rénovation des bâtiments de poules élevés en cage en France. La construction reste assez claire pour nous, mais il faut aujourd'hui définir, et donc c'est le travail du ministère par un décret justement, ce qu'est la rénovation des bâtiments, donc voir ce qui sera autorisé demain et ce qui sera interdit. Et l'une des questions, si le marché évolue tel qu'on l'a prédit là jusqu'à maintenant, et que la production évolue également, est-ce que la France peut devenir importatrice de poulets élevés en cage, effectivement, puisque si les éleveurs ne peuvent plus rénover leurs bâtiments et donc qu'on conduit justement à une interdiction à moyen terme de cet élevage en France, et qu'il y a encore des marchés, puisqu'on l'a dit en industrie et restauration, il y aura encore des parts de marché pour le code 3. Est-ce que finalement les Pays-Bas ou l'Espagne ou même la Pologne seront des fournisseurs de la France? Je vais passer la parole à Romaric Chenu, maintenant, qui va nous présenter justement les travaux de l'Itavi concernant l'évolution des modes d'élevage du cage vers l'alternatif. Bien, bonjour à tous, merci Maxime. Donc Romaric Chenu de l'Itavi, effectivement, l'Institut technique de l'aviculture qui accompagne la filière pondeuse et les autres filières avicoles dans leurs évolutions. Je vais effectivement, dans la continuité de ce que nous a présenté Maxime, vous présenter les résultats d'une étude qui visait à évaluer comment pouvaient se transformer les bâtiments de poules pondeuses en cage. Pour replacer un petit peu le contexte, on est depuis quelques années dans un contexte très changeant, justement, autour des attentes de la société vis-à-vis des modes d'élevage.
Si on se concentre uniquement sur la filière pondeuse, on se rend compte que depuis 2005, dans nos pays voisins, en l'occurrence en Allemagne, les choses ont commencé à bouger avec donc l'interdiction par le ministre de l'Agriculture en Allemagne des poules pondeuses en cage en 2005. En 2013, les choses ont commencé à changer en France, et notamment avec l'enseigne Monoprix, comme a pu l'expliquer rapidement Maxime. Donc l'enseigne Monoprix a supprimé les œufs cages sous sa propre marque dans ses rayons. Je passe rapidement, mais donc les choses ont commencé à bouger sérieusement à partir de là, et comme l'a dit Maxime, aujourd'hui toutes les enseignes de la distribution, de la restauration collective, etc. ont pris l'engagement d'arrêter de se fournir en œufs issus de cages, de code 3. Donc le système d'élevage, mais aussi différentes pratiques qui sont remises en question. J'ai présenté sur cette diapo quelques aspects autour du poussin mâle, mais donc l'élimination des poussins mâles en filière pondeuse qui pose question. J'aurais pu parler aussi du monnaie-pointage, ainsi de suite. Donc on est vraiment dans une situation où les choses changent aujourd'hui très vite. Contexte toujours, ici c'était une diapositive qui présente un petit peu l'évolution du cheptel de pondeuse, mais Maxime l'a présenté auparavant. Donc au-delà des mouvements importants et sur les dernières années, on est quand même sur une tendance de fond où le cheptel de poules pondeuses en cage diminue. On a perdu environ 10 millions de poules pondeuses en cage entre 2000 et aujourd'hui, 2018. Dans le même espace de temps, on en a gagné 15 millions en alternatif. Voilà, donc après cette petite introduction, je vais vous parler un petit peu des options techniques pour les bâtiments de poules pondeuses en cage, les options techniques pour se convertir sur de l'alternatif. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, avant d'envisager la transformation, c'est qu'il y a 3 catégories, pour être un petit peu schématique, de bâtiments de poules pondeuses en cage. Et ces 3 catégories dépendent de la stratégie qui a été adoptée lors de la mise aux normes bien-être des poules pondeuses en 2012. Donc sur cette frise chronologique, qui partirait des années 2000 à peu près, enfin de l'an 2000 à peu près, on voit que les bâtiments qui ont anticipé le plus la conversion se sont équipés de cages dites aménageables. Ce sont des cages qui permettaient de continuer de produire selon les anciennes normes et qui pouvaient être transformées à moindre coût pour rentrer dans les clous à partir du 1er janvier 2012. Les éleveurs qui ont fait ce choix-là l'ont fait entre 2000 et 2008 pour être assez approximatif. En se rapprochant de la date limite, les stratégies qui ont été mises en avant ont été tout simplement le renouvellement des cages, donc c'est-à-dire les anciennes cages ont été démontées et ont été achetées des nouvelles cages correspondant à la norme, ou alors certains éleveurs sont carrément partis sur la construction de bâtiments neufs directement aux normes 1er janvier 2012, bien-être des poules pondeuses. Ces 3 choix vont nous distinguer 3 catégories de bâtiments que vous retrouvez ici dans ce tableau par colonne. Et finalement, dans ce premier tableau, on va s'intéresser aux caractéristiques financières de chacun de ces bâtiments parce que, comme vous vous en doutez, chacune des options implique des engagements financiers plus ou moins importants. Donc les bâtiments qui ont été équipés de cages aménageables ont investi il y a un certain temps déjà maintenant, et cette étude qui a été conduite en 2016, donc a fait une photographie des bâtiments cages à ce moment-là, en 2016, a montré que ces bâtiments-là avaient un capital restant dû par place de pondeuse inférieur à 5 €. Maxime l'a dit tout à l'heure, mais le rythme moyen de remboursement est d'environ 1,25 ou 1,5 € par an, donc ces bâtiments équipés de cages aménageables seront intégralement remboursés, enfin le sont en fait aujourd'hui, en 2018, quasiment intégralement remboursés. Ce sont donc des éleveurs qui potentiellement sont capables de réinvestir dans un système d'élevage hors cage. Seulement, ces bâtiments ne représentent aujourd'hui que 22% du parc et 17% des capacités d'hébergement des poules pondeuses. Si on considère les bâtiments pour lesquels les cages ont été renouvelées, c'est un investissement qui a été fait plus récemment et c'est un investissement plus important. Donc ces éleveurs devaient toujours 7,5 € par place de pondeuse en 2016, donc ils sont encore sous la charge de l'emprunt aujourd'hui et auront probablement fini de rembourser ces emprunts en 2022. Ils représentent 44% des bâtiments et 40% des places de pondeuse. Et la dernière catégorie sont les bâtiments qui ont été construits neufs, les bâtiments cages construits neufs aux alentours de 2012. Cela représente 30% des bâtiments et 43% des places de pondeuse. Et ceux-là sont encore assez largement endettés, donc à hauteur de 12,5 € par place en 2016.
ils arriveront à échéance de remboursement, selon les cas, aux alentours de 2026. Donc c'est des bâtiments qui, malgré les deadlines dont a parlé Maxime sur le fait de ne plus s'approvisionner en neuf de code 3, ce sont des bâtiments qui seront remboursés complètement en 2026. Au-delà de ces quelques aspects financiers non négligeables, on peut s'intéresser aussi à la structure technique de ces bâtiments. Et je vais passer rapidement sur ce tableau, mais on se rend compte que plus on se situe sur des bâtiments récents, plus on va se trouver dans un cas de figure où on a plusieurs niveaux à l'intérieur du bâtiment. Ça a son importance parce qu'un bâtiment avec 2 niveaux, on comprend que le niveau inférieur pourra éventuellement offrir un parcours pour les poules qui sont hébergées au niveau inférieur, mais dans le cas de 2 niveaux, il est plus compliqué de faire sortir des poules du niveau supérieur sur un éventuel parcours. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que une étude auprès des éleveurs et des organisations de production menée dans le cadre de cette étude a montré que finalement, très peu, seulement un tiers à peu près des éleveurs estiment avoir accès à une parcelle attenante au bâtiment. Un tiers des éleveurs ont accès à une parcelle, mais en plus, cette parcelle est de taille relativement réduite. Alors, en fonction des colonnes, on est entre 4 ou 9 hectares. De toute façon, ce sont des superficies qui restent trop faibles pour héberger, pour réglementairement pouvoir accueillir toutes les poules d'un bâtiment qui ferait 30-40 000 poules. Donc voilà un petit peu l'état des bâtiments cages disons la photographie des bâtiments cages en 2016. Maintenant, quelles sont les possibilités pour ces bâtiments de se convertir sur un système alternatif ? Ce qu'il faut comprendre en introduction, c'est que le système d'élevage qui permet une alternative viable à la cage, c'est le système volière, qui permet finalement quelque part de rentabiliser des bâtiments qui ont une assez grande hauteur sous plafond. Le système volière permet d'héberger des poules sur plusieurs niveaux, plusieurs étages, disons dans une dimension verticale, ce qui permet de limiter la perte en capacité du bâtiment cage qui sera transformé. Il est envisageable de transformer un bâtiment cage en production au sol, mais dans ce cas-là, la réduction de cheptel sera beaucoup trop importante pour que ce soit viable pour l'éleveur. Le système d'élevage en volière est quand même très différent dans la pratique du système d'élevage en cage. Le tableau qui est présenté ici est issu d'entretiens qui ont été menés auprès d'équipementiers et d'éleveurs. Il y a une colonne avantages-inconvénients, c'est plus une colonne crainte et finalement au bon côté. Ce qui était craint au départ, c'était une dégradation des performances techniques dans un système volière. Alors il a été prouvé depuis qu'il est possible en volière d'obtenir de bons résultats techniques. Cela dit, ça implique d'être beaucoup plus attentif, beaucoup plus réactif. Les éleveurs nous ont en général témoigné que chaque bande est différente en système volière et qu'il faut être plus présent et plus vigilant. Il y a quelques aspects du travail qui vont pouvoir être facilités en système volière, comme la mise en place, l'enlèvement, la surveillance des animaux. Il y a des modalités de nettoyage qui seront assez différentes aussi entre le système cage et le système volière. Ce qu'il va falloir prendre en compte en volière, c'est aussi des quantités de poussière potentiellement plus importantes. C'est la ponte au sol qui dépendra beaucoup de l'éducation de la poulette. C'est la quantité de travail qui sera, dans la plupart des cas, généralement plus importante, au moins en début de bande de pondeuse volière, par rapport à la question de la ponte au sol notamment. Donc 2 systèmes d'élevage qui sont très différents et qui demanderont une très bonne adaptation de l'éleveur qui est candidat à la conversion de son bâtiment de la cage vers la volière. Une fois que cela est dit, plusieurs possibilités de conversion des bâtiments cage. On peut envisager qu'un bâtiment cage, donc code 3, se transforme en code 2. Donc ça reste de la claustration, pas d'accès à un parcours. Vous avez 2 cas de figure ici où un bâtiment démonte les cages, donc c'est un bâtiment d'une capacité initiale de 40 000 places, et installe des volières avec une capacité d'hébergement de 20 000 places. Donc on perd 50% de la capacité d'hébergement du bâtiment. Autre option à droite, on démonte les cages et on construit un plancher intermédiaire dans le bâtiment. Ça veut dire que la structure du bâtiment le permet. Et dans ce cas-là, on va pouvoir limiter la perte en capacité. On passe ici de 40 000 à 30 000 poules à l'intérieur du bâtiment. Dans les 2 cas, le coût de cette transformation va être de l'ordre de 16 à 20 euros par place de poules en situation finale. 16 euros étant à peu près le prix d'une volière, il faut rajouter quelques euros par place pour revoir l'électricité, la ventilation, etc. Il faudra en rajouter plus dans le cas où on construit un plancher intermédiaire, de l'ordre de 3 euros par place, mais c'est une estimation, ce n'est qu'une estimation.
Un dernier exemple, juste pour démontrer que en fait, chaque cas va être un cas particulier. Ici, c'est un bâtiment qui tire profit de sa fosse profonde pour installer des volières sur le plancher intermédiaire et un système Caillebotis dans l'ancienne fosse profonde. Donc, dans ce cas particulier-là, la perte en capacité, là encore, va pouvoir être limitée à 10 000 poules, puisqu'on passe d'un système de 50 000 à un système de 40 000 poules à l'intérieur du bâtiment. Donc les solutions techniques existent, mais encore une fois, chaque cas est particulier. Un autre cas de figure peut être la transformation d'un bâtiment en cage code 3 vers du code 1 ou 0. Donc on sera dans un cas de figure où on passe de la cage vers de la volière plus du plein air. Enfin, de la volière avec accès au plein air. Les transformations à réaliser à l'intérieur du bâtiment sont exactement les mêmes que dans le cas précédent, mais comme on l'a vu, finalement, peu de bâtiments vont être accolés à un parcours qui permet de passer sur cette solution-là. Il y aura quand même quelques aspects supplémentaires qui seront à prendre en compte dans ce cas de figure. C'est une gestion de la ventilation à revoir, puisque possible entrée d'air par les trappes qui permettent la sortie des poules sur le parcours. Il faudra prendre en compte le temps de travail lié à l'entretien du parcours. Il faudra adapter le parcours pour que les poules l'utilisent dans son intégralité. Et cette option-là pose aussi la question de la possibilité réglementaire de 2 codes dans un même bâtiment, puisqu'on peut imaginer avoir un bâtiment avec des poules qui ont accès au plein air au niveau 0 et des poules qui restent en claustration au niveau 1. A priori, rien ne l'empêche, mais il va falloir être très rigoureux sur la traçabilité des œufs qui sortent de chacun des niveaux. Dans le cas d'une transformation du code 3 vers le plein air, il faudra prendre un coût de transformation de l'intérieur du bâtiment entre 16 et 20 euros par place de poule, encore une fois, puis en plus prendre en compte un coût du foncier, donc estimé à entre 2 et 4 euros par poule pondeuse. Il faudra prendre en compte aussi le coût d'installation des trappes et le coût de la révision de la ventilation, j'en ai parlé. Quelques exemples de ce qui est possible de faire quand on décide de convertir un bâtiment de poules pondeuses en cage vers du plein air. Ici, encore un cas particulier où, dans ce cas de figure-là, les poules du niveau 0 et du niveau 1 auront toutes accès à un parcours extérieur. Une dernière option, mais qui n'est pas celle qui est mise en avant et qui ne sera possible que dans des cas très très particuliers d'éleveurs qui arrêtent à échéance courte la production, est éventuellement de transformer les cages existantes en volières en ouvrant tout simplement les portes des cages. Donc c'est la photo qui est présentée sur cette diapositive. Ce sera évidemment un coût beaucoup plus abordable que les 2 options précédentes, estimé entre 2 et 5 euros par place. Néanmoins, comme je l'ai dit, grosse prudence sur cette option-là, puisque ça implique que l'élevage soit compatible avec cette option-là dès le départ, c'est-à-dire des largeurs dans les allées suffisamment importantes. Il faudra dans tous les cas mettre des perchoirs ou des rampes d'accès pour que les poules puissent remonter dans le niveau. Il faudra une très très bonne maîtrise technique et par-dessus tout, il ne faudra pas que ces éventuels systèmes puissent porter préjudice à l'image de la volière. Donc attention surtout au respect de la réglementation et se souvenir que c'est un cas de figure qui conviendra à très peu d'éleveurs et d'élevage. Voilà pour ce qui est des options techniques de transformation des élevages en France. Donc pour l'instant, on était dans le court terme et dans la faisabilité pratique. Ce qui est important aussi dans ce contexte qui est changeant, comme on l'a vu, qui est complexe, c'est de se projeter suffisamment pour que le système d'élevage sur lequel on se dirige ne soit pas remis en question à court terme par les consommateurs ou la société. Pour cela, dans le cadre de cette étude, nous sommes allés voir un petit peu ce qui se passe chez nos voisins et néanmoins concurrents en Allemagne et aux Pays-Bas, qui ont une bonne grosse dizaine d'années de recul sur le système volière et qui sont de manière générale assez innovants dans l'évolution des systèmes d'élevage. Sur cette diapositive, vous pouvez voir des poulaillers qui sont en fait à la limite entre la station expérimentale et le démonstrateur. On a le système Kipster et le système Rondel qui sont tous les deux aux Pays-Bas, qui sont les photos du haut, où en fait une place très importante est laissée à la lumière naturelle. Ce sont des bâtiments, comme vous le voyez, qui sont très innovants. Et puis sur les photos du dessous, des bâtiments plus classiques, avec volière, jardin d'hiver et parcours.
Ce qui est important de noter, c'est que je vais passer rapidement sur cette diapositive, mais aux Pays-Bas, suite à une crise d'influenza aviaire en 2003 et en Allemagne, suite à une intervention du ministère de l'Agriculture en 2005, les cages ont été quasiment supprimées et remplacées par des volières, donc ce qui s'appelle sol, ici, ou barn, en anglais, représente 60% des capacités de production dans les deux pays, et ce sont en fait des volières. Donc 60% des capacités de production en système volière dans ces deux pays-là. Qu'est-ce qu'on a pu retirer des visites? Premièrement, c'est que le jardin d'hiver est une solution qui est très utilisée dans les deux pays et qui est donc mise en avant par ces deux pays, notamment au travers des cahiers des charges. Cela dit, il faut se poser la question de savoir quelle est l'utilité des jardins d'hiver et est-ce que ce système serait pertinent en France. Maxime a parlé tout à l'heure de sous-segmentation, c'est quelque chose qui est possible avec le jardin d'hiver, puisqu'on peut imaginer l'installation de jardins d'hiver dans des élevages de code 2, donc en claustration, ou de code 1, avec accès à un parcours. Le jardin d'hiver est mis en avant par les pays d'Europe du Nord pour un aspect bien-être animal, puisque ça permet aux animaux d'avoir accès à une plus grande surface disponible, ça permet éventuellement de mettre en place de l'enrichissement, ça permet aux animaux possiblement donc d'avoir accès à du plein air et d'exprimer un comportement naturel. Ça peut avoir un aspect pratique dans la mesure où on serait dans un cas de figure de contention obligatoire des animaux dans le cas d'un épisode d'influenza aviaire. Il faut savoir que dans ces pays-là, le coût du foncier est très très cher et c'est pour ça que le jardin d'hiver est aussi une solution qui a été mise en avant pour permettre un accès au plein air entre guillemets des animaux lorsque pas d'accès à un parcours. On a eu aussi l'occasion de s'entretenir avec des chercheurs et des éleveurs dans ces pays-là. Alors, il y a un peu deux discours autour de l'épouintage et de la lumière naturelle. Le discours de la recherche, c'est de dire que la lumière naturelle est possible, elle est compatible avec le non-épouintage. C'est assez bien démontré dans les stations expérimentales dont j'ai parlé tout à l'heure. Le retour du terrain est sensiblement différent. Donc le terrain, ce sont des bâtiments plus conventionnels comme on a l'habitude de voir en France, avec plus de problématiques autour de l'introduction de la lumière naturelle dans ces bâtiments. Dans tous les cas, ce qui ressort, c'est que ces systèmes d'élevage relativement nouveaux, avec lumière naturelle et non-épouintage, doivent être repensés dans leur ensemble, notamment au niveau de la génétique, de l'enrichissement pour que les poules puissent s'occuper. Et les recherches sont toujours à mener pour aller dans ce sens-là. Pour terminer, on a vu que la transition, d'un point de vue purement technique, d'un élevage cage vers un élevage alternatif était possible. C'est juste une histoire de coût. Une partie des élevages auront fini de rembourser leurs emprunts à horizon 2022, mais ce n'est pas le cas de tous. Il y a probablement 30 à 40% des élevages de poules pondeuses en cage d'aujourd'hui qui ne pourront être transformés qu'après 2022. Néanmoins, une étude menée par l'ITAVI plus récemment a démontré que d'ici l'été 2020, probablement que 8 millions de places de poules pondeuses en cage seront converties sur de l'alternatif, ce qui permettrait de passer légèrement en dessous du seuil de 50% de poules pondeuses en cage dès l'été 2020, à confirmer toutefois. La difficulté de la période, c'est quand même d'anticiper suffisamment pour s'imaginer un système d'élevage qui ne soit pas remis en question à court terme. Pour passer sur une phase encore plus pratique, maintenant je vais passer la parole à Yves-Marie Baudet qui va nous parler de son élevage. Bonjour à tous, merci Romaric. Donc Yves-Marie Baudet, producteur d'œufs dans les Côtes-d'Armor, près de Lamballe, 49 ans, président de l'organisation de producteurs Triscalia. Donc on m'a demandé de venir aujourd'hui dans le cadre de ce e-congrès pour vous expliquer un cas concret de mutation d'élevage. Donc qui s'est fait en deux temps, hein, d'abord sur un passage de la cage vers la production de plein air, et ensuite une transformation aussi d'un autre site vers une production biologique. Donc là on se trouve, c'est une photo aérienne du site cage, donc c'est un site que moi j'ai repris à mes parents, donc j'ai exploité avec ma mère pendant une dizaine d'années, puis depuis 2004, je travaille sur ce site-là avec 3 salariés, 3 bâtiments de poules en cage, de bas en haut, et donc bâtiment de bas qui a été transformé en 2012, celui du milieu qui a été transformé en 2011, et celui d'en haut qui a fait l'objet de la conversion, qui a été transformé, lui qui avait été transformé en 2002 et en 2008.
Et c'est ce troisième bâtiment qui a fait l'objet de cette mutation de code 3 vers un code 1. Alors pourquoi cette mutation En fait, c'est une réflexion de type global qui m'a fait un peu venir vers cette production alternative sur une production 100% faite en code 3. Il y a un moment où on se pose des questions, une remise en cause de la production de volume, peut-être vers une production plus qualitative. Vous pouvez voir sur la gauche du plan, par exemple, 5 trackers photovoltaïques qui assurent 30% de l'autonomie électrique en autoconsommation de l'élevage. Donc ça aussi fait partie de cette réflexion globale de durabilité du site. Et puis ces 5 trackers se retrouvent dans une parcelle qui est aujourd'hui implantée en herbe. Donc toutes les surfaces qui sont autour des bâtiments sont aujourd'hui implantées en herbe pour assurer le parcours des poules en plein air. Donc il y a 17 hectares d'herbe qui sont dédiés à ces productions. Donc cette photo-là correspond au site lorsqu'il était en travaux à l'automne 2017. Donc la situation de départ sur ce bâtiment-là, un bâtiment de 1500 m², comme je disais, construit en 1992, donc ça c'est la partie coque du bâtiment, et qui contenait jusqu'à l'été 2017 58 000 poules sur 2 niveaux. Un premier niveau de 22 000 poules qui avait été installé en 2002, mais c'était de la cage aménageable, et donc cette cage-là avait été transformée un petit peu en 2012 pour répondre à la norme. Et sur le deuxième niveau, nous avions 36 000 poules, par contre, elles qui étaient en cage aménagée, installées en 2008. On avait un plan intermédiaire type caillebotis bois, voilà, et une ventilation dynamique sur ce bâtiment-là. La conversion réalisée, donc les cages des 2 niveaux ont été démontées et vendues. Donc comprenez bien des cages par exemple montées en 2008, démontées en 2017. Après 9 ans d'installation, elles n'étaient pas totalement amorties, mais j'ai réussi quand même à les valoriser sur le Cameroun, où là-bas le bien-être animal est peut-être une considération secondaire, et où là-bas la principale priorité c'est déjà de nourrir la population. Préoccupation qu'on n'a peut-être pas chez nous. Le plancher intermédiaire caillebotis bois, donc il a été remplacé par des panneaux composites en bouleau revêtus de matière plastique. Donc c'est un sol très solide qui permet notamment de faire passer des racleurs pour enlever la fiente issue des poules qui se promènent sur toute la surface du bâtiment. L'installation de volières sur les 2 niveaux, donc des poutrelles de maintien, voilà, techniquement pour supporter les volières ont été replacées. Système de raclage sous les volières, comme je vous le disais tout de suite. Et donc on a une gestion de la ventilation par niveau, en ventilation transversale, avec deux boîtiers de régulation type avitouche qui permettent une gestion de la ventilation, mais qui permettent aussi une gestion de l'alimentation avec des silos surpesants, le pesage des poules en continu pour voir l'évolution du poids moyen de ces poules-là, pour que ce soit des indicateurs de problèmes sanitaires sur les animaux. Et puis l'innovation sur ce bâtiment-là, ça a été l'installation de jardins d'hiver sur les 2 niveaux, côté trappe d'accès au parcours. Comme on va le voir tout de suite sur les plans, et la mise en place de plans inclinés donc sous ce préau, on va dire un préau d'hiver, puisque c'est un jardin qui est ouvert sur le parcours, donc un préau d'hiver qui permet aux poules de sortir sur le parcours. Donc on voit ici quelques photos qu'on retrouve sur place, où on voit sur cette photo du bas les trappes qui permettent aux poules de sortir. Donc les poules ont donc un accès sur 6 mètres de large, sur ce préau d'hiver, à l'abri des intempéries, et qui leur permettent de séjourner un petit peu avant, après, de sortir sur le parcours qu'on voit sur la photo du bas à gauche. Là, ici, on retrouve un petit peu ce schéma-là. Bon, la chance que j'avais, moi, dans mon cas, c'est que le champ de départ de parcours était plus haut que le niveau bas du poulailler. Donc, ce qui fait que les poules du bas, elles, remontent sur leur parcours. Et celles du haut, il y a une légère pente. Elle a été un petit peu accentuée sur ce schéma-là. Il y a une légère pente qui permet aux poules de descendre sur leur parcours. Voilà, donc on est typiquement dans le cas d'une conversion de bâtiment, mais d'une adaptation de bâtiment à un contexte, et qui n'est pas toujours simple à prendre en compte, mais techniquement on a réussi à réunir toutes les conditions nécessaires à la réussite du projet, que ce soit réglementairement, mais aussi adaptation des animaux, pour qu'elles puissent visiter ce parcours le plus possible. Alors,
sur le retour d'un premier lot, puisque les premières poules, la fin du premier lot s'est faite au mois de janvier 2019. Ce qu'on a pu noter sur ce premier lot, c'est que ce qui est important dans le bâtiment, c'est que le nombre de nids et la surface de bande à œufs soient suffisants pour interrompre la collecte pendant un jour, notamment le dimanche, quand on est avec des manœuvres salariées, c'est important. Le temps de travail est quand même plus important en début de bande. Tous les soirs, il faut aller ce qu'on appelle le couchage des poules. Donc une fois que la lumière est éteinte dans le poulailler, il faut aller contrôler que les poules soient bien remontées dans la volière pour se percher. Et ça conditionne le point suivant, c'est-à-dire la ponte au sol dans le bâtiment. Il faut absolument que le maximum des œufs soient pondus dans les systèmes volières. Donc là, dans mon cas, dans le bâtiment, on a eu de bons résultats, puisque nous avions environ 150 œufs au sol par jour pour environ 40 000 poules. Donc c'est un très bon résultat, mais qui est aussi obtenu grâce à la technicité de l'éleveur qui a produit les poulettes, puisque les poulettes arrivent dans le bâtiment à l'âge de 17 semaines. Donc les 17 premières semaines de vie de l'animal sont très importantes pour le management et la praticité des équipements dans le bâtiment. Le temps d'entretien du parcours donc, est non négligeable, puisque ce parcours de 4 mètres carrés par poule, lui, est conditionné par une directive nitrate. Alors, il peut paraître grand, mais il est nécessaire pour ce respect de normes nitrates. Mais il y a une partie du parcours qu'il faut entretenir de façon régulière. C'est un parcours, vous avez pu le voir sur la photo, qui est un peu nu, mais qui est en cours d'aménagement paysager pour permettre aux poules de trouver des abris et de pouvoir aller beaucoup plus loin dans le parcours. L'ambiance, qui est globalement plus chargée en poussière, dans ce bâtiment-là, il y a obligation de travailler des masques. Contrairement au bâtiment poule en cage, ça c'est quand même un problème qu'il faut bien gérer, notamment quand on a la présence de salariés dans l'élevage. Et puis, dû notamment au fait qu'on a un contact plus important avec les fientes, donc les poules qui volent. Et voilà. La conversion numéro 2, qui avait été réalisée, elle, un an auparavant, en fait, c'était la reprise d'un site à 2 km de l'exploitation, où il y avait 6 000 poules plein air et 13 000 poules, alors on appelle ça code 2, mais des poules au sol. Et donc, sur ce site-là, que j'ai eu l'opportunité de reprendre donc en juin 2016, l'option a été prise très rapidement d'une conversion à 15 200 poules en code 0, production bio, donc en 2 bâtiments, bien sûr. La situation d'arrivée aujourd'hui, donc on avait une situation de départ avec un élevage de poules en cage à 160 000 poules. Il se trouve qu'aujourd'hui, je suis revenu avec 160 000 poules en ayant repris un élevage. Donc on a toujours nos 2 bâtiments avec les 103 000 poules en cage qui sont là transformés en 2011-2012. Et puis le bâtiment numéro 3 qui a été transformé avec 42 000 poules plein air. Et le bâtiment sur l'autre site avec les 15 000 poules en code 0 biologique. Au niveau des coûts, parce que c'est un paramètre qui est très 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 important dans ce type d'aménagement, la conversion numéro 1, la volière plus la révision de ventilation, l'électricité, l'éclairage, donc 17 € par place, et le jardin d'hiver, donc qui m'a permis de pouvoir avoir des poules plein air sur 2 niveaux, à un coût de 5 € par place. On arrive donc à un coût de conversion à 22 € de la place, lorsqu'un bâtiment neuf, lui, peut coûter 10 € de plus de la place. Sur la conversion numéro 2, donc sur l'autre site, là on est sur un coût à 20 € par poule parce qu'on est sur une rénovation de bâtiment. Aujourd'hui, un bâtiment biologique neuf est plutôt dans une idée de 55 € de la poule. Pour conclure, demain, comment je vois l'évolution de mon élevage, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai 35% de ma production qui est en production alternative. Je ne suis pas à 50%. Les 50% que le plan de filière du CNPO a prévu, moi, j'y suis pas, mais je ne pourrais pas y être, de par mes 2 bâtiments cages qui finiront leurs amortissements qu'en 2023. Donc aujourd'hui, je ne peux rien envisager avant 2023, pour une contrainte financière. Ensuite, ces 2 bâtiments-là, eux, sont contraints aussi parce qu'il n'y a pas de terrain disponible. Donc la seule voie qu'on peut y voir, c'est éventuellement une transformation vers une production de code 2. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes en mars 2019.
quelle sera la production, quelle sera la demande des consommateurs en mars 2023 par exemple. Ce n'est que 4 ans, mais c'est très long et le consommateur a le temps d'évoluer beaucoup. Moi je considère qu'on doit laisser le libre choix aux consommateurs dans ses actes d'achat. C'est sûr, ils font appel à beaucoup plus de production alternative. Par contre, on a tout un panel de consommateurs où c'est encore le prix qui reste le premier critère de choix. Donc, nous, producteurs d'œufs français, on se doit d'assurer la consommation d'œufs de la population française dans tous les différents codes. Et il serait quand même dommage qu'on soit obligé d'importer des œufs de code 3 demain de pays voisins parce qu'on s'est interdit les produits en France. Et là, on sait très bien que quand il s'agit d'importation, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas sur le côté sanitaire, sur les côtés conditions d'élevage, type de commercialisation. Et puis attention au développement alternatif, puisqu'on peut être confronté de façon assez régulière à des problèmes de grippe aviaire. Donc il faut être positif dans notre production d'œufs. Nous sommes très positifs parce que la consommation, comme l'a dit Maxime Chauvet dans un premier temps, a quand même augmenté de 2% sur l'année 2018. Donc c'est une consommation qui est en augmentation. C'est très très important pour nous d'avoir une image de produit dynamique. L'œuf, tout est bon dans l'œuf, comme on le dit. Donc à nous producteurs de répondre du mieux possible aux attentes sociétales et ce que nous allons faire dans les années qui viennent avec le plan de filière, mais en étant très très vigilants à ce qui se passe sur le marché. Voilà, merci de votre attention.